Je poursuis le cours de finition des métaux avec là où j'en étais rendu à la fin de la capsule précédente. Donc maintenant la quatrième semaine, capsule numéro 1. Euh, Commencer par vous dire tout de suite que encore cette semaine, je vais me limiter à deux capsules d'environ 50 minutes chaque. Parce que je ne veux pas non plus prendre de l'avance au niveau des notions théoriques du cours. Donc, je vais essayer de respecter l'échéancier que je m'étais fixé là, pour couvrir la théorie sur l'ensemble de la session. Donc, je remarque que c'est plus rapide un petit peu donner un cours en ligne. Là, ça va plus rapidement que en présentiel. Euh, à cause de ça, là, je dois un petit peu peut-être ralentir le rythme. Donc, je vais me contenter de deux capsules encore cette semaine. Et là, j'avais parlé précédemment du pouvoir couvrant d'un électrolyte qui permettait d'assurer une uniformité de l'épaisseur du dépôt. Ici, ce qu'on va parler, on va parler d'ajout d'agents nivelants dans l'électrolyte, qui est un petit peu différent du pouvoir couvrant. Le pouvoir couvrant permet de uniformiser le dépôt de manière à grande échelle, tandis que nivelant, c'est d'aller euh, s'assurer que les petites aspérités puissent elles aussi être recouvertes de suffisamment de métal pour que, au final, après l'opération de plaquage, on se retrouve avec une surface non seulement uniforme, mais surtout brillante. Donc, pour nous aider à ça, on va utiliser deux types d'agents. En premier lieu, parlons de ce qu'on appelle les agents nivelants dans l'électrolyte. Donc, l'ajout de nivelant, la solution de plaquage, est parfois nécessaire. Ce n'est pas systématiquement employé, mais tout dépendant de la situation, tout dépendant de la géométrie de la pièce, euh, il est parfois nécessaire pour avoir une qualité de dépôt acceptable de recourir à ce genre de produit-là qu'on va ajouter dans le bain de plaquage. Donc, il permet un dépôt plus important dans les creux de la pièce et un plus faible dépôt sur les élévations. Donc, c'est en rapport avec le pouvoir couvrant, autrement dit. Donc, les ajouts d'agents nivelants permettent d'améliorer le pouvoir couvrant de la pièce, produisant ainsi un adoucissement des aspérités dont on a parlé à la capsule précédente. Donc les aspérités de surface et contribuant par le fait même à l'aspect lisse et brillant du produit fini. Donc on va avoir quelque chose de lisse et brillant. Donc ce que va nous aider à faire les agents nivelants. Donc je vous montre un petit peu ici une image qui montre l'effet de l'utilisation d'un agent nivelant versus le plaquage sans utilisation d'agent nivelant. Donc, on voit ici une pièce avec contenant des aspérités à petite échelle dans l'image du haut. Et vous avez le métal de base qui est dans la partie inférieure, qui est identifié comme étant le substrate en anglais, substrat, et le métal déposé qui est par-dessus. Donc, on voit ici que sans l'ajout d'un agent nivelant, le plaquage va se faire davantage sur les sommets parce que la densité de courant est toujours supérieure sur les sommets des aspérités, tout simplement parce que le courant se concentre sur les distances plus courtes à parcourir. Donc les sommets sont un peu plus rapprochés de l'anode. Donc on va avoir une, une augmentation des aspérités par une inégalité du dépôt entre les sommets et les creux des aspérités. Euh, donc ça, c'est sans agent nivelant. Lorsqu'on utilise une certaine quantité d'agent nivelant, donc on obtient l'image du centre, où on voit au moins que il n'y a pas eu davantage de métal déposé sur les sommets que les creux, mais les aspérités, le plaquage épouse parfaitement la forme des aspérités de la pièce de base. Mais si on ajoute davantage d'agents nivelants, donc ce qui va arriver, c'est que la densité de courant, la densité, oui et non. Donc il va y avoir l'influence du produit chimique,
donc constitué par l'agent nivelant, va permettre un plaquage plus élevé sur les creux par rapport au sommet de l'aspérité. Donc, au fur et à mesure du plaquage, on va donc atténuer les aspérités du métal de base pour obtenir une surface de dépôt plus uniforme, plus égale, plus lisse et plus brillante. Donc, quels sont les agents nivelants qui peuvent être utilisés dans les procédés de plaquage? Ben, vous voyez, il y a toute une gamme de types de produits. Ça peut être du sucre, des espèces de gélatine, du sel de Rochelle. Il y a des produits plus aussi fabriqués spécifiquement aussi pour certains types de plaquage. Donc, la règle générale, c'est qu'on considère que l'affinité des dépôts avec les agents d'addition croît avec le point de fusion. Donc, la dureté et la résistance en traction du métal déposé. Donc, comme par exemple, le plomb, l'étain, l'argent, le cadmium, le zinc, le cuivre, le fer et le nickel. Donc, c'est que autrement dit, les agents d'addition vont faire en sorte que le métal à déposer soit plus facile à déposer à certains endroits. Donc, l'étude du mécanisme de leur action, que ce soit déposé avec le métal ou encore occasionner une transformation chimique, est très difficile car plusieurs composés chimiques sont présents dans la solution et participent à la transformation des agents d'addition. Donc, il s'agit de comprendre ici que on n'est pas important de comprendre le mécanisme d'action précis, mais de savoir qu'il existe des agents nivelants qui peuvent permettre l'amélioration de la brillance et de l'uniformité du dépôt. Ensuite, il y a les agents brillanteurs. Donc, l'utilisation des brillanteurs dans les solutions de plaquage diminue les exigences de polissage avant et après plaquage. Donc, il y a beaucoup d'applications pour lesquelles on exige une surface très brillante. Donc, souvent, on va plaquer non seulement pour la résistance à la corrosion, mais pour l'esthétique. On n'a qu'à penser aux pièces chromées qui peuvent, les pièces qui rentrent dans l'assemblage d'une motocyclette, par exemple. Donc, il est important d'obtenir des dépôts les plus brillants possibles. Donc, ça permet de diminuer les étapes de finition, comme le polissage, par exemple, et les coûts. Les brillanteurs sont des composés organiques, donc qui améliorent l'apparence brillante d'une surface et améliorent la forme des grains, tout en augmentant la ductilité du dépôt. Donc, les agents organiques, ils vont faire partie du dépôt avec les ions métalliques, avec le métal. Donc, ils sont absorbés avec le dépôt des ions à la cathode. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire des grains très ronds. Ça va contribuer donc à faire en sorte que la surface demeure très très lisse et très brillante. Donc, brillanteur, ajout de composés organiques dans le bain, améliorant l'apparence brillante d'une surface. Aucune influence sur la conductivité électrique du bain, la concentration en ions négatifs métalliques qui proviennent de l'anode ou en hydrogène. Ça améliore la forme des grains. Dans le fond, ça les rend moins allongés et plus équiaxes, tout en augmentant la ductilité du dépôt. Le dépôt est moins dur et plus ductile. L'agent est absorbé avec le dépôt, comme on l'a dit précédemment, avec les ions à la cathode. Et si on exagère sur la quantité de brillanteur, ben, on obtient des dépôts plus durs et fragiles. Ensuite, filtration périodique du bain. En industrie, le bain de plaquage doit être filtré. Donc, normalement, il y a des filtres là, qui sont disposés là, entre la pompe de recirculation qui permet, entre autres, une agitation, mais on recircule le bain de plaquage pour filtrer les impuretés solides qui peuvent flotter dans le bain et éventuellement se retrouver sur le dépôt plaqué de manière indésirable et affecter la qualité du dépôt. Donc, on filtre des bains de plaquage en usine de la même façon qu'on va filtrer une piscine, tout simplement. Là. Donc, il est nécessaire d'enlever par filtration les impuretés dont la présence dans le bain est due au bout anodique et aux additifs utilisés pour l'élaboration du bain. Donc, qu'est-ce que les boues anodiques? Ben, on avait déjà parlé, l'anode, elle se dissout. Elle est rarement complètement pure.
De sorte que lorsque la tension qui est appliquée permet la dissolution de l'anode, donc on fait rentrer en solution le métal en ion. On sait que l'anode, le métal, se dissout dans l'électrolyte par l'application du potentiel. Il y a des électrons qui sont arrachés aux atomes. L'atome rentre en solution, mais il n'y a pas, étant donné que les anodes ne sont pas complètement pures, il peut y avoir des impuretés dont le potentiel d'oxydation est plus élevé. Ce qui fait que ces métaux-là, ces atomes métalliques impurs dans l'anode, ne se dissolveront pas dans l'électrolyte. Ils vont plutôt, tout dépendant de leur masse volumique et du niveau d'agitation, ben, ils vont soit se déposer, tomber, comme par exemple des métaux lourds comme l'or, l'argent ou du plomb, qui peuvent se retrouver dans l'anode. Leur masse volumique est très élevée, ce qui fait que elles vont descendre rapidement au fur et à mesure que l'anode va se dissoudre et disparaître. Ces atomes-là vont se retrouver seuls, euh, donc et tomber par gravité dans le fond de la cuve de plaquage et représenter, l'accumulation va représenter ce qu'on appelle les bouts anodiques. Mais certaines impuretés, on pourrait avoir des masses volumiques plus faibles, donc plus faciles à entraîner dans le bain et à demeurer en suspension dans le bain, et ils pourraient euh, par dû aux forces mécaniques d'agitation, se retrouver accidentellement sur le dépôt plaqué. Donc, pour éviter ça, là, il faut procéder à une filtration constante ou périodique du bain de plaquage. Contrôle du bain. Donc, lorsqu'on opère un bain de plaquage, il y a plusieurs paramètres à contrôler afin de s'assurer qu'à chaque fois, on obtient des qualités de dépôt requises. En vertu de la demande du client ou en vertu de normes spécifiques propres à l'entreprise ou à des normes ASTM de manière plus générale. Donc, voyez là la liste des paramètres à contrôler. La concentration de l'acide ou de la base, en l'occurrence le pH, euh, l'acidité ou l'alcalinité du bain, tout dépendant si on travaille en bain acide ou en bain alcalin. Elle contribue pour la conductivité électrique du bain. Et aussi, le contrôle permet de s'assurer que la quantité d'ions, comme les ions H+, par exemple, en acide, ou OH- en basique, ne dépasse pas un certain seuil pour gêner les réactions d'oxydoréduction aux anodes et aux cathodes. Donc, le contrôle du pH est important. La concentration des ions métalliques, donc il faut suffisamment avoir d'ions métalliques pour assurer un rythme de plaquage suffisant. Donc ça, c'est à contrôler régulièrement. Justement, en laboratoire, on a commencé à s'intéresser et à mesurer la concentration en ions nickel. Bien entendu, si la solution n'est pas assez concentrée, ben, le rythme auquel les ions nickel vont arriver à la cathode va être moins important. Ce qui fait que là, ben, ça va altérer le rythme de production. Donc, c'est pour ça que c'est important de mesurer de temps en temps la concentration en ions métalliques. Ça contribue à la conductivité électrique du bain aussi. Et donc à une résistance électrique pas trop élevée de la part du bain. La concentration en additifs, donc si on utilise des agents brillanteurs et nivelants, ben, il faut en rajouter un petit peu régulièrement pour essayer de faire en sorte que pendant toutes les opérations, que cette concentration-là soit constante. La présence d'impuretés, donc on en a parlé juste avant, il faut filtrer le bain et essayer de limiter la présence d'impuretés en suspension dans l'électrolyte. La température et l'agitation du bain, qui sont deux des paramètres les plus importants. Donc, les réactions d'oxydoréduction sont très dépendantes de la température. La mobilité des ions, entre autres, dépend beaucoup de la température. Et l'agitation du bain, bien entendu aussi, agit encore plus sur la mobilité des ions. On avait vu dans des capsules précédentes que ce qu'il est important, c'est d'amener un apport rapide des ions
respectifs des ions sur leurs électrodes respectifs. Donc, il faut que les ions négatifs accèdent rapidement à l'anode et que les ions positifs accèdent rapidement à la cathode. Et on veut aussi que l'agitation puisse permettre d'enlever les ions euh, sur la surface des électrodes pour permettre l'apport d'autres ions et faire en sorte que les réactions d'oxydoréduction désirables puissent se faire sans problème. La densité de courant, qui est un gros facteur aussi, quand que la densité de courant n'est pas assez rapide, ça prend du temps à plaquer, l'entreprise devient moins rentable. À l'inverse, lorsque la densité de courant est trop rapide, eh bien là, on obtient des qualités de dépôt médiocres, manque d'adhérence, dépôt trop poreux, la brillance qui est affectée. On va voir plus tard, on va avoir une meilleure idée tout à l'heure de qu'est-ce que ça offre comme résultat, le fait qu'une densité de courant soit trop élevée. Et la tension électrique d'opération, le voltage, ajusté, bien entendu, il faut atteindre une tension électrique minimum pour fournir la force nécessaire pour faire d'un côté la réaction d'oxydation à l'anode et la réaction de réduction sur la pièce, à la cathode. Mais du coup, là, après ça, quand on augmente la tension, ça permet d'augmenter le rythme des réactions jusqu'à un certain seuil, parce que si on dépasse la tension, un certain niveau de tension, ce qui va arriver, c'est que là, on va rendre possible d'autres réactions qui s'effectuent à des forces plus grandes qu'on ne veut pas, comme par exemple un dégagement d'hydrogène lorsqu'on fait le plaquage au zinc. Donc, on ne veut pas avoir de dégagement d'hydrogène à la cathode, donc on va se limiter à un certain potentiel. Donc, c'est la tension électrique, en résumé, là, le choix de la tension, c'est un compromis entre l'efficacité de courant, le rythme de production et la qualité du dépôt. Donc, il s'agit de choisir la tension idéale qui va nous permettre le meilleur compromis entre ces trois facteurs-là. Si on observe un peu plus en détail l'influence de la température du bain, elle influence sur quoi exactement? Quand la température augmente du bain d'électrolyte, ça a plusieurs conséquences. Comme par exemple, ça augmente la grosseur des grains du métal déposé. Et quand les grains sont plus gros, ça fait deux conséquences. C'est que le dépôt a tendance à être plus fragile. On sait, en métallurgie, les métaux, quand les grains sont gros, les métaux sont plus cassants, plus fragiles, ce qui va arriver aussi pour le dépôt, puis aussi moins brillant. Plus les grains sont petits, normalement, plus c'est brillant. Donc, lorsqu'on augmente la température, dépôt plus fragile, moins brillant, permet une meilleure conductivité du bain. Donc, à chaque fois qu'on augmente la température d'une cellule de plaquage, d'électrolyse ou d'une pile, c'est toujours une règle de base. Là, ça répond aux lois de la thermodynamique qu'on ne peut pas contourner. Donc, l'augmentation de température augmente le rythme et l'efficacité des réactions d'oxydoréduction. Donc, permet une meilleure conductivité du bain. On peut donc opérer avec une densité de courant plus élevée. Augmente la dépense d'énergie et la tendance à former un dépôt non uniforme. Donc, il faut faire attention parce que si la température est trop élevée, la dépense énergétique est plus élevée. Donc, le procédé devient moins économique et le dépôt commence à être, le pouvoir couvrant est affecté. Donc, on commence à avoir de la non-uniformité au niveau du dépôt. Donc, le courant a tendance à se concentrer davantage sur les aspérités ou sur les endroits les plus proches de l'anode. Ça augmente la solubilité de l'anode, ce qui n'est pas surprenant. Hein, un soluté se dissout mieux lorsque le solvant est plus chaud. C'est vrai pour le sucre dans l'eau, etc. Donc c'est vrai aussi pour un anode plongé dans l'électrolyte. Ce qui fait que la tension requise pour dissoudre l'anode va être moins élevée. Et ça augmente aussi l'efficacité anodique. Augmente l'évaporation du bain. Ça, c'est une influence importante
Parce que, étant donné que l'électrolyte est constitué à base d'eau, ben, quand l'électrolyte est plus chaud, ben, ça a tendance à s'évaporer davantage. Et ça, ben, ça dépend de l'atmosphère aussi. Ça dépend de la température de l'air. Ça dépend surtout aussi du taux d'humidité dans l'air. Quand c'est très sec, l'évaporation est beaucoup plus facile à faire que lorsque c'est humide. Donc, une industrie doit tenir compte de ces facteurs environnementaux-là, tout dépendant. Si, mettons, on place une usine de plaquage dans un pays très chaud et très sec, ben, ils ont, ils vont devoir surveiller l'évaporation du bain de manière beaucoup plus près, plus serrée que si cette même cellule de plaquage est dans un environnement plus humide, euh, où là le taux d'humidité élevé va retenir l'eau dans l'électrolyte et empêcher son évaporation. Donc c'est un équilibre, hein? On appelle ça le principe de tension de vapeur, là. Donc ça, c'est quelque chose d'important à tenir en compte et à surveiller. Parce que lorsque le bain s'évapore, ben, l'eau s'en va. Il n'y a pas seulement le niveau du bain qui va baisser, mais ça veut dire aussi que la concentration de tous les agents, que ce soit les ions ou l'agent nivelant, l'agent brillanteur, les ions deviennent plus concentrés parce qu'il y a moins de solvant. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Augmente le taux de décomposition des additifs. Donc l'agent nivelant et l'agent brillanteur se dégradent plus vite. Ça fait en sorte donc de diminuer la brillance de la pièce. Donc la brillance de la pièce diminue pour deux raisons. C'est que les grains grossissent dans le dépôt, puis aussi les agents brillanteurs et nivelants se dégradent plus vite, donc sont moins efficaces. Et finalement, la dureté du dépôt diminue aussi, donc on obtient des dépôts plus spongieux. Il y a aussi le pH, qui est un facteur très important. Donc, le pH est l'unité de mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution. Vous savez que quand on est à pH 7 et moins, ça renvoie sur la présence d'ions H+, et plus on est bas, plus la concentration en ions H+, est importante. Donc, c'est une échelle logarithmique aussi. Et en haut de 7, on est en absence d'ions H+, plutôt présence d'ions OH-. Et plus on est éloigné de 7, donc en s'élevant, plus la concentration en ions OH- est élevée. Et étant donné que les ions H+, les ions H-, ce sont des ions qui sont eux aussi attirés par leurs électrodes respectives. Donc s'ils sont en quantité trop importante, ben, ils risquent d'affecter les réactions désirables aux anodes et aux cathodes. Tandis que s'ils sont en concentration insuffisante, ben, ils vont contribuer à une perte importante de la conductivité du bain. Donc, le pH est un facteur important à contrôler pour s'assurer que l'électrolyte ait une bonne conductivité sans toutefois gêner les réactions désirables aux anodes et aux cathodes. Donc, notamment, le contrôle du pH, il permet d'influencer sur la précipitation des impuretés aussi. Donc, certains ions, l'avantage d'un pH élevé, c'est que tu as présence d'ions OH-. Puis si tu as la présence d'ions métalliques indésirables, admettons que vous faites le plaquage au nickel, puis qu'il y a une certaine présence d'ions zinc, par exemple, qui proviennent de l'impureté de l'anode, ben, le zinc, ou non, le contraire, c'est-à-dire si vous avez fait du plaquage au zinc, puis vous avez une présence de nickel dans les anodes de zinc, ben, le nickel, il est plus facile à faire déposer que le zinc, parce qu'il est moins oxydable. Donc, c'est lui qui va être plus fort pour aller chercher les électrons à la surface de la cathode. Fait qu'on va se retrouver avec un dépôt contaminé en nickel qu'on devrait avoir seulement du zinc. Donc, peut-être une façon là, que ces ions-là puissent ne pas se retrouver dans le dépôt, c'est de le mettre en présence d'ions OH- pour former des précipités solides qui vont finalement décanter et se retrouver dans le fond avec les bouts anodiques. Le pH a aussi une influence sur les réactions d'oxydoréduction, ça je l'ai mentionné. Ils sont en compétition, les ions H- ou H+, ils sont en compétition pour les électrons avec les ions métalliques à la cathode et les ions négatifs à l'anode.
Important pour les bains compris entre ceux fortement acides, comme par exemple lorsqu'on fait le plaquage au chrome, on est en milieu acide. Ou encore ceux fortement basiques, comme par exemple le plaquage cyanuré qu'on ne fera pas en laboratoire. Là, on a déjà fait ce lab-là en laboratoire, mais on ne le fait plus. On a décidé de retirer le poste de plaquage au cyanure parce que ça représentait trop de risques. Ça, c'est en milieu basique. Donc, une variation, lorsqu'on travaille avec des pH très élevés ou très acides, le pH est plus facile à contrôler. Pourquoi? Parce que la petite variation du niveau de H+, et de OH- n'affectera pas vraiment le pH parce qu'on est dans des concentrations élevées. C'est plus pour des pH près de la neutralité où là, c'est plus difficile à contrôler. Donc, comme on l'a dit, ça peut influencer la précipitation d'impuretés, la dureté des dépôts, on l'a vu, il y a une petite répétition ici, là. Donc, améliore l'absorption des agents brillanteurs et l'efficacité de l'anode et la cathode. Et pour maintenir le pH, on va s'aider, c'est sûr qu'il faut prendre des mesures de pH régulièrement, mais on va aussi utiliser des agents tampons pour stabiliser le plus possible le pH dans le bain de plaquage. Donc, ce sont des produits euh, qui vont réagir avec les ions H+ et OH-. Ils vont être à l'équilibre de façon à maintenir une quantité d'ions H+ et OH- le plus stable possible. Donc, on utilise entre autres cette technique-là pour contrôler, là, pour aider à stabiliser le pH dans les piscines. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle de la dureté du calcaire. On va ajouter des agents de dureté calcique qui vont réagir, qui vont être en équilibre avec les ions OH- dans la piscine, parce qu'en une piscine, on est en milieu légèrement basique. Donc, une piscine, on contrôle le pH à autour de 7.4, 7.6, 7.8, là, tout près de la neutralité. Mais il ne faut pas être dans l'acide, parce que sinon, on va détériorer les équipements comme les palettes des pompes et tout. Là. Puis, il ne faut pas être trop basique non plus, parce qu'on va créer des dépôts de calcaire qui vont créer d'autres problèmes dans le réseau de conduite de la piscine. Fait qu'on essaie de tenir le pH à 7,6 à peu près, qui est la cible là, idéale. Et pour aider à maintenir, on va utiliser des agents tampons, entre autres du calcaire, du calcium. Voilà. Influence l'équilibre des ions. Ouais, les ions, on parle des ions positifs et négatifs qui doivent réagir aux anodes et aux cathodes. Donc, si le pH augmente, donc si la solution, si le bain de plaquage devient trop alcalin, l'efficacité de la cathode est plus basse que celle de l'anode. Donc, c'est ce qui va se passer. Autrement dit, l'anode va se dissoudre plus vite. Donc, on va créer plus d'ions négatifs euh, pour un certain temps que d'ions positifs qui se forment, qui se déposent à la cathode. Donc, on va créer un débalancement à long terme du bain de plaquage. On va se retrouver carencé en ions positifs et une surabondance d'ions négatifs. Donc, c'est ce qui risque de se passer si le pH est trop élevé. Et ça va donc affecter, bien entendu, l'efficacité du plaquage, puisque l'efficacité à la cathode devient plus basse. Vous avez ici un graphique qui montre l'influence de la densité de courant, du pH, sur la dureté du dépôt pour différents types de bains. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 6 courbes. Chaque courbe, ça correspond à un type de bain précis. Donc, vous avez une courbe relative à un bain de fluor, fluoborate. Vous avez une courbe qui est Watt, c'est le bain qu'on va utiliser pour le lab de nickel, là, mélange d'acide borique, de chlorure de nickel ainsi que de sulfate de nickel. Ça, c'est le bain Watt. Euh, et puis, vous avez d'autres types de bains sulfate chloride, là, mais les ratios diffèrent. Le bain de Watt, là, c'est un ratio sulfate plus élevé que chlorure, tandis que vous avez d'autres types de bains où c'est plus riche en chlorure qu'en sulfate, ou égal.
Et puis, bon, ben, vous avez différentes courbes ici, puis toutes les courbes montrent à peu près la même chose, c'est que, à peu près, là, il y a quelques exceptions, ben, dans le fond, oui, il y a deux comportements différents. Ben, premièrement, ce qui arrive, c'est quand on monte le pH, donc là, vous êtes en milieu acide à chaque fois ici, là, lorsqu'on monte, on devient de moins en moins acide, ben, la dureté du dépôt augmente. Et lorsqu'on travaille dans des conditions plus acides, la dureté du dépôt va s'abaisser, atteindre un certain seuil et va avoir tendance à se relever. Ben, ça dépend des dépôts, là. Il y a des dépôts pour lesquels la dureté, il y a des bains de plaquage qui vont faire en sorte que le dépôt va devenir moins dur au fur et à mesure qu'on baisse le pH. Puis, comme par exemple, le bain uniquement constitué de sulfate, ben lui, on voit qu'il réagit de manière contraire. Ce bain-là, ben, lorsqu'on baisse le pH, lorsqu'on augmente la quantité d'H+, ben, la dureté du dépôt augmente. Donc, ici, ces graphiques-là ont été obtenus dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire à 5 ampères par décimètre carré de densité de courant avec une température du bain à 54 degrés C. Donc, ça montre là à quel point que le pH a un effet sur le dépôt et qu'il est important à contrôler. Maintenant, je vous parle de la cellule de Hall. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la cellule de Hall. C'est tout simplement un petit récipient dont vous êtes en mesure de voir la géométrie. C'est un trapèze. Lorsqu'on le regarde du haut, là, ça donne un trapèze. Le volume est d'à peu près 270 millilitres, là, très exactement 267 millilitres. Et cette cellule-là permet de faire des tests de, pour le contrôle du bain, entre autres, ou pour le contrôle de la densité de courant. Il permet de mesurer l'influence de différents paramètres sur la qualité du dépôt. Donc, généralement utilisé pour le développement, l'évaluation et le contrôle des bains de plaquage. Donc, lorsqu'on le regarde, on regarde la cellule, là, pourquoi qu'elle est en forme de trapèze? C'est que l'anode est placée sur la paroi de dos gauche et la pièce à plaquer, en l'occurrence la cathode, va être placée sur la paroi en oblique, là, entre B et C. Donc, l'angle d'une cellule de plaquage, là, la paroi de droite a fait un angle de 51 degrés par rapport à la paroi anodique. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de générer en un seul essai une vaste gamme de densités de courant parce que là, vous venez de générer différentes distances entre l'anode et la cathode. Donc, la distance entre A et B étant la plus courte et entre D et C étant la plus longue. Donc, en jouant sur la distance, on sait que la distance entre l'anode et la cathode va jouer sur la densité de courant. Le courant, il prend le chemin le plus court, le plus facile. Donc, la densité de courant va être plus élevée entre A et B et va être faible, voire même nulle, entre D et C. Et entre les deux, entre B et C, vous allez donc faire tout un éventail de densités de courant différents. Donc, ça va nous permettre, d'un seul coup, en un seul essai, en une seule opération de plaquage, de générer plusieurs densités de courant différents, ce qui va nous permettre de choisir la densité de courant qui donne le meilleur résultat sur une seule plaque. Donc, je vais vous montrer maintenant une petite animation qui va vous permettre d'illustrer correctement l'opération de la cellule. Donc, j'ai trouvé ça sur YouTube. Vous avez ici une cellule une cellule de Hall, oui, avec un dispositif d'agitation en dessous, à l'air. Donc, c'est très important d'agiter pendant l'opération en cellule de Hall. Ce que vous voyez sur le dessus, c'est une anode, probablement une anode de zinc. Oui, c'est une anode de zinc. On confirme, c'est marqué acide zinc only, donc c'est une cellule de Hall qui va servir à l'étude du zinc. En bleu, c'est tout simplement un support pour mettre éventuellement la pièce à plaquer, la cathode. Donc j'aurais peut-être dû couper le son, là. Et voilà. On va couper la narration. Donc, vous voyez ici le montage, la source de courant en DC. L'anode va être branchée sur le pôle positif, la cathode sur le pôle négatif.
On va déverser la solution de plaquage et remplir jusqu'au niveau spécifié de façon à avoir un volume d'autour de 267 ml. Donc, ils vont opérer, dans l'animation, ils vont opérer à 2 ampères total. Et ils vont plaquer pendant exactement 5 minutes avec agitation à l'air et la température de l'électrolyte va être à l'ambiante, donc j'imagine autour de 24-25 degrés C. Voilà. Et là, la petite demoiselle déverse la solution de plaquage dans la cellule, plus qu'à un certain niveau. Elle fait les branchements. Donc l'agitation aussi qui est commencée, là, on fait tout simplement barboter avec de l'air pour assurer un mouvement rapide des ions, comme on le sait maintenant. Là, ça fait des bulles. Bon, probablement des agents nivelants et brillanteurs qui créent ces bulles-là. Ce que vous avez ici, c'est la pièce d'essai, donc une plaque en acier qui a été au préalable décapée et préparée. Je pense que c'est pas encore fait. Je pense que là, la demoiselle, elle va justement faire la préparation et voilà. Elle va plonger la plaque dans une solution d'acide 50% acide chlorhydrique et eau. Donc, ce que vous avez vous-même fait lorsque vous avez fait votre expérience de plaquage avec les mêmes plaques en dégradation l'an passé. Donc, ça ne vous est pas étranger, là, cette opération-là. Donc, la demoiselle essuie comme il faut. Elle enlève tous les résidus d'acide. Et elle place la plaque à l'endroit désigné pour la cathode, maintenue en place. Elle branche. Voilà. Puis là, ben, elle va aussitôt qu'elle met le courant à chronomètre 5 minutes. Hein. Là. Et elle ajuste le courant. C'était 2 ampères. Là, elle ajuste la tension du courant. Puis là, elle laisse opérer le tout. Et au bout de 5 minutes, elle peut refermer le courant. Elle va retirer la pièce et vous allez voir que à différents endroits, l'apparence n'est pas pareille. Voilà. On rince, enlever l'électrolyte. On rince à l'eau. Moi, je sais pas si c'est de l'eau qu'elle fait, là. En tout cas, c'est une petite préparation, une petite solution pour enlever tout résidu d'électrolyte. Fait sécher. Donc là, j'imagine qu'elle va nous montrer le résultat. Non. Ok. On va voir. Je pense que je peux vous montrer ça dans une autre animation. Interpreting all cell panel. Je pense que c'est ici. On va savoir les plaques. Ah, elle a fait un test d'adhérence ici. De rugosité. J'aurais dû préparer ça avant. J'étais certain qu'elle allait faire. Elle allait nous montrer comme il faut le résultat des plaques, mais elle l'a pas fait. Pas ça non plus. Donc ça, c'est des petites animations intéressantes que je pourrais vous laisser. Ah, et voilà. C'est la règle. Ok, je vais vous expliquer ça au départ sur mon PowerPoint. Ça va peut-être être plus clair qu'avec l'animation pour tout de suite, là. Je m'arrangerai pour chercher les bons films là, qui vont me permettre de vous montrer comment on procède par la suite avec la pièce qui a subi un test en cellule de Hall. Donc, on va peut-être commencer par dire que la cellule de Hall permet l'étude d'un nouveau bain. Dans quel contexte on va utiliser la cellule de Hall? Ben, premièrement, lorsqu'on veut étudier un nouveau bain, c'est-à-dire on part de zéro, on veut mettre au point un bain de plaquage pour obtenir les mêmes résultats. Les résultats, c'est-à-dire spécifiés par les exigences d'un client. Donc, on va faire des essais en cellule de Hall.
L'étude de l'ajout d'agents d'addition brillanteurs, donc par exemple, aller chercher la meilleure concentration d'agents d'addition ou d'agents brillanteurs qui donnent les meilleurs résultats. Fait qu'on va faire plusieurs essais en ajoutant en faisant varier la concentration de ces agents-là, qui va nous permettre de choisir la meilleure concentration. Détecter les contaminants métalliques ou organiques. D'ajuster le catalyseur dans le cas du plaquage au chrome. Ça, c'est un catalyseur, on va le voir au plaquage au chrome, que ça prend un catalyseur de temps en temps pour que ça fonctionne mieux. Ajuster la couleur dans les cas du plaquage d'alliage, plaquage au laiton. Étudier la possibilité d'utiliser les bains à des températures plus basses et à des concentrations de produits chimiques moins élevées. Étudier les différentes échelles de densité de courant, c'est-à-dire, et c'est la raison la plus fréquente pour laquelle on va faire des tests en cellule de Hall, c'est que on veut voir jusqu'où on peut monter le courant tout en assurant que le dépôt demeure brillant et adhérent et de qualité. Donc, la cellule de Hall peut nous permettre d'un seul coup de nous permettre d'avoir le courant maximum pour maximiser la productivité de l'usine tout en conservant des dépôts de qualité. D'étudier le pouvoir couvrant des solutions de plaquage. Le contrôle quotidien du bain de plaquage. Donc, en usine, là, peut-être pas de manière journalière, là, mais au moins une fois par semaine, là, ils vont faire un test en cellule de Hall pour voir si tout fonctionne bien. Donc, ça permet en même temps de contrôler plusieurs paramètres et de voir l'effet immédiat sur le dépôt, la qualité du dépôt. Donc, en somme, on peut évaluer tous ces facteurs par les dépôts obtenus. Donc, d'un coup qu'on a la plaque, qu'est-ce qu'on va vérifier au niveau de la plaque? Ben, les dépôts, s'il y a un dépôt ou pas, premièrement, l'apparence visuelle, l'aspect, la structure, la brillance, la dureté, l'adhérence, la ductilité, le niveau de porosité et le nivellement. Donc, il s'agit d'observer ou de faire des tests sur la pièce plaquée en cellule de Hall. La cellule de Hall, elle permet de répartir la densité de courant. Elle va varier selon la formule mathématique que vous voyez ici. Donc, A étant la densité de courant en un point précis sur la plaque. Donc, qui dépend du courant total, le courant appliqué, qui était 2 ampères sur la vidéo qu'on a vue. L, qui est la position, donc où je me situe sur la plaque entre le point le plus proche et le point éloigné. Et K1 et K2 qui sont des constantes qui dépendent de la solution de plaquage. Donc, ça permet de trouver finalement, de détourner mathématiquement la densité de courant. Sinon, le plus souvent, on va utiliser des règles comme celle-là. Peut-être que probablement vous l'avez déjà vu, déjà même utilisé. Donc, il s'agit de mettre la plaque vis-à-vis la règle qui est à l'échelle avec la plaque d'essai. Et pour différents ampérages utilisés, on peut lire directement la densité de courant sur chacune des positions correspondantes aux lignes là, qui représentent des ampérages par surface. Donc c'est par des ampères, autrement dit, les chiffres que vous voyez là, c'est les ampères par pied carré. Les chiffres. Donc SQ, FT, c'est ampères, c'est pied carré. Square, feet. Donc vous avez un système de graduation pour la cellule de Hall de 267 ml. Puis vous en avez un autre en bas qui est pour une cellule plus grosse, celle de 1000 ml, pour laquelle la plaque requise est plus grande. C'est le même principe. Donc vous en avez un autre ici. Celle-là ici, c'est une règle qui permet, c'est une règle de suggestion pour des temps et dans les ampérages, tout dépendant là, des paramètres utilisés. Donc, c'est des suggestions d'ampérage et de temps pour obtenir certains dépôts en fonction du type de métal à déposer ou du type de bain de plaquage. Ici, vous avez un graphique qui est en lien avec l'équation, la formule que je vous ai donnée tantôt ici, mais illustrée de manière graphique, où vous avez ici pour chaque courbe représente des courants totaux utilisés, appliqués sur la cellule de Hall. Donc, une courbe pour 1 ampère, 2 ampères, 3, 5, jusqu'à 20 ampères.
Et en fonction de la distance par rapport sur la plaque, donc le point zéro étant la plaque qui est l'extrémité de la plaque qui est à la position la plus rapprochée de l'anode. Euh, et là, vous allez en... Non, c'est le contraire. C'est la position la plus éloignée, ouais, de l'anode, c'est ça. Donc le 1, c'est 1 cm de l'endroit, l'extrémité la plus éloignée, parce que c'est là que vous allez avoir la densité de courant la plus basse. Donc vous avez l'évolution de la densité de courant d'un bout à l'autre de la plaque d'essai en fonction du courant utilisé. Euh, Test du bain. Donc, avec le bain à tester, on effectue normalement une électrolyse de 4 ou 5 minutes. C'est 4 minutes pour le bain de chrome, puis les autres types de plaquage, la norme, c'est 5 minutes. Et là, ici, ce que vous avez, c'est tout simplement une image qui provient d'une norme, ou c'est une, ce sont des symboles qui visent à donner une piste sur l'apparence du dépôt sur les plaques après un essai en cellule de Hall. Donc, il y a 4 zones différentes qui sont identifiables sur une plaque lorsqu'on fait une cellule de Hall. Il y a une zone de dépôt rugueux ou brûlé qui peut apparaître sur la zone sur laquelle il y a eu une densité de courant la plus élevée, donc la partie la plus rapprochée de l'anode. Et le symbole, ben, c'est des petits points. Et ensuite, lorsqu'on a une zone mate, donc où là on a vraiment, on voit que c'est métallique là. Les points, quand c'est des points là, ça veut dire que c'est noir, c'est brûlé. Donc une zone de forte densité de courant. Ensuite, pour des densités de courant plus raisonnables, plus faibles, vous avez la zone mate, où là on a du métal, mais c'est pas brillant. Donc, autrement dit, s'il y avait des aspérités, ben le dépôt n'a pas permis d'annuler les aspérités. Fait que là, le symbole de ça, c'est des lignes en oblique. Et ensuite, la troisième zone, c'est la zone brillante, pour des densités de courant plus faibles. Donc, c'est une zone sur laquelle la densité de courant a permis un dépôt de qualité avec une bonne brillance. Et ensuite, la zone de la plaque pour laquelle la densité de courant était la plus faible, voire même nulle, ben, il n'y a pas eu de... C'est une zone sans dépôt. Donc, c'est tout dépendant des caractéristiques de l'électrolyte, tout dépendant du niveau de courant utilisé lors de l'essai, ben, vous allez vous retrouver avec la présence de ces 4 zones-là, plus ou moins importantes relatives les unes aux autres. Comme par exemple, vous avez 3 situations différentes. On a fait des tests en cellule de Hall sur une plaque et on a changé des paramètres d'un essai à l'autre, puis ça a donné des résultats différents. Comme par exemple la plaque A, qui a été faite dans des conditions où on jugeait que l'électrolyte était vraiment dans des bonnes conditions. Donc, autrement dit, température, concentration en ions, concentration en agent d'addition. L'électrolyte au niveau de sa chimie, de sa température était bien ajusté. Ça a permis, lors de l'essai, d'avoir une grande surface brillante. Donc, autrement dit, la gamme de densité de courant pour laquelle on avait un plaquage dit conforme ou brillant était large. Tandis qu'avec les deux autres essais, on a eu des conditions de désajusté. Donc, autrement dit, on a désajusté le pH, où on a désajusté les concentrations des différents ions. Ou à la température qu'on a pu aussi mettre trop basse ou trop élevée. Donc on a désajusté, on s'est éloigné des conditions optimales. Mais quand on a fait l'essai, on s'est aperçu que la gamme de densité de courant pour laquelle on avait un bon plaquage brillant a diminué. Et que la gamme de densité de courant pour laquelle on avait de mauvais résultats s'est élargie. Donc, voyez là, dull plate, ça c'est la surface, la densité de courant est trop élevée à cet endroit-là. C'est brûlé, c'est noir, donc ça s'est élargi. Même chose de l'autre côté, la zone pour laquelle on n'a pas eu de plaquage, ça s'est élargi aussi. Donc on a restreint la gamme de densité de courant pour laquelle on avait de bons résultats. Et ça a été encore pire avec la présence d'impuretés.
Donc, on a rajouté des impuretés dans l'électrolyte. Et là, on a augmenté la zone non plaquée encore. Donc, la gamme densité de courant pour laquelle on n'a pas de plaquage a augmenté. On a diminué encore aussi la plage de densité de courant pour laquelle on avait de bons résultats. Et on a même formé un dépôt très fragile et craquelé dans les zones de forte densité de courant. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de l'utilité. C'est sûr que dans des conditions optimales d'électrolyte, ben, vous voyez, la plaque qui est à gauche, ben, ça a permis donc d'élargir la densité de courant pour laquelle on a de bons résultats, mais ça a surtout permis de savoir qu'on pouvait augmenter le courant. Donc, vous voyez, là, la frontière entre dull plate et bright plate là, est plus haute dans la première plaque. Ce qui veut dire, c'est ça qui est le plus intéressant à obtenir comme information après un essai de cellules de Hall, c'est que là, on est capable d'opérer un courant plus élevé, ok, tout en ayant l'aspect brillant et la bonne adhérence là, du dépôt. Donc c'est ça qui est important parce que en usine, non seulement on veut avoir chaque pièce plaquée puisse être de qualité, mais il faut aussi que l'usine soit rentable. Donc, pour être rentable, ben, il faut augmenter le rythme de la production de façon à vendre le plus possible de pièces. Donc, et faire un maximum de profit hein, en bout de ligne ou de l'année. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, là, son but ultime, c'est de faire du profit. Et donc, vous voyez, la frontière entre la partie brûlée de le plate et la backplate est très importante ici. Là. Donc, ça nous dit qu'on peut opérer à courant plus élevé tout en préservant la qualité du dépôt. Une autre image, mais présentée de manière différente, mais qui veut dire la même chose ici, là, c'est que ça, c'est une représentation américaine. Ce que j'ai montré tantôt, là, c'était un autre type de représentation. Ici, c'est la représentation américaine, mais qui montre la même chose. Donc, c'est juste que les symboles utilisés ne sont pas les mêmes. Donc, on voit là, sans agent d'addition, donc la zone mat, elle est représentée en ligne oblique, comme dans l'autre représentation d'avant. Ben, lorsqu'on n'ajoute pas d'agent d'addition, ben, vous voyez que la plage de densité de courant pour laquelle on a une surface mate, pas brillante, est beaucoup plus large. Même qu'il n'y a pas de surface brillante sans agent d'addition. Donc on a une surface brûlée, qui est des lignes obliques plus serrées. Ensuite, immédiatement suivie par une bande de densité de courant pour laquelle on obtient une surface mate. Puis après ça, immédiatement une zone où il n'y a pas eu de plaquage. Tandis que lorsqu'on ajoute 50% d'agents d'addition par rapport au niveau optimum, on obtient déjà là un meilleur résultat. Il vient d'apparaître une large zone d'aspect brillant. Puis lorsqu'on a l'optimum, donc une large zone brillante aussi qui apparaît. Mais lorsqu'on exagère sur l'agent de brillantage, ben là, on crée des problèmes au niveau, on crée des dépôts plus fragiles, comme on avait mentionné tout à l'heure, représentés par des Y, là, à certaines zones où la densité de courant était plus faible un peu, et aussi une surface en pelure d'orange avec des petits points. Euh, donc, créée pour une certaine zone pour des densités de courant un peu plus élevées. Donc, pitted, là, c'est les petits picots en pelure d'orange. C'est des endroits pour lesquels, des petits points pour lesquels il n'y a pas eu de plaquage. Et ça gêne la brillance de la pièce et l'apparence de la pièce qu'on veut éviter. Puis aussi la résistance à la corrosion. Je vais regarder combien de temps j'ai consommé pour cette capsule-ci, pour ne pas dépasser un certain seuil. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première capsule de la semaine numéro 4, si vous me le permettez. Voilà.